Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la chaise bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises à l'ère du numérique. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi Monsieur Jérôme de AI Vibe. On est présentement live de All In, qui est pas mal le trade show le plus gros imposant au niveau de l'AI au Canada. Fait que c'est un plaisir d'être ici. Puis je remercie nos partenaires pour l'événement Meli.ai de nous laisser de la place dans le booth. Là, moi, j'adore partager une de nos valeurs, c'est la communauté. Donc, on partage le booth avec Meli. La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode vous est offert par Meli.ai. Jérôme, comment ça va? Ah, ça va super bien, mec. Comment ça va, toi? Numéro un. Écoute, on s'est croisés la veille de l'ouverture du salon. C'était vraiment drôle. Juste qu'on est tombé comme ça, puis je me suis rendu compte que tu avais un produit, une entreprise même qui s'appelle AI Vibe. Exactement. Tout de suite, j'ai allumé, je dis, Colin, nous autres aussi chez GLM, on offre un produit qui s'appelle Vibe. Je me dis, on a des atomes crochus, faut qu'on se parle. Puis même ce midi, j'ai pris un 15-20 minutes tout ça. Je voulais relaxer mon cerveau parce que ça bouille depuis 2 jours d'idées, puis je fais beaucoup bombarder ici, là. J'ai lu un rapport que vous avez fait, plus le mode sommaire exécutif. Tu m'en reparles tantôt. Fait que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je voulais que la communauté apprenne à vous connaître, voir quelle valeur est-ce que vous pouvez apporter à cette gang-là. Mais première des choses, avant de rentrer dans l'entreprise que vous faites, j'aimerais apprendre à te connaître un peu plus, Jérôme. OK, super, ouais. T'es un gars qui vient de où? Background, track record un peu. Qu'est-ce qui t'a passionné, monde du travail ou passion? Fait que j'aimerais apprendre à connaître Jérôme. Écoute, L'individu ça avant me fait tellement l'entreprise. Là. plaisir de t'avoir rencontré, mec. Ben, moi, je suis Montréalais d'origine. OK. Et mon background, c'est en génie électrique. Et j'ai continué mes études après parce que j'aimais ça. Je trouvais ça trippant au niveau supérieur. OK. En fait, j'ai un doctorat en haptics, le OK, sens quand du toucher même, là. avec les ordinateurs. Fait que t'es allé assez loin dans cette passion-là. Là. Ben, parce que j'avais un excellent superviseur et puis Qui t'a donné la piqûre, la donné la passion piqûre, pour ouais. continuer. Fait que t'as étudié, tu l'as poussé jusqu'à la détection du toucher par le numérique. Ben, en fait, c'est ça, c'est la reproduction du toucher par des moyens électromécaniques. Un peu comme on essaie de reproduire la vision sur les écrans, ben, est-ce qu'on peut aussi stimuler le sens du toucher, OK. qui est la peau, en fait. Donne-moi un exemple pragmatique de tout ça, de cas d'application pour le fun que tu as pu voir dans tes études Ben, à ce niveau-là. Le plus simple, c'est ton téléphone qui vibre. C'est un peu plate, mais c'est ça. OK. Tu sais, ça- C'est la base. Exactement. Et OK. les plus compliqués, ben, c'est des appareils de simulation de chirurgie, par exemple, pour s'entraîner à faire des chirurgies. Donc, c'est très, très basé sur le retour tactile. La résistance qu'on La peut résistance, avoir avec exactement. telle chose, température Oui, et oui. ainsi de suite. Complètement capoté. OK, Ouais. c'est un domaine qu'on n'entend quand même pas parler à tous les jours, mais il est peut-être plus présent que je le pense au day-to-day. Fait que tu as étudié jusqu'à là-bas, tu es monté jusqu'au niveau doctorat. Est-ce que tu as appliqué par la suite, tu as travaillé en industrie? En fait, ça fait partie de mon histoire. C'est pour ça que je parle de là souvent. C'est que à l'époque, BlackBerry cherchait une façon de compétitionner contre l'iPhone qui avait été annoncé, mais qui n'était pas encore sorti. Oui. Tout en Ça, c'est dans gardant le temps qu'on avait la grosse boule dans le milieu Exactement. avec Oui, le oui. QWERTY Le pad. keyboard, Ouais, exactement. OK, Ouais. OK. Donc, j'ai été recruté par BlackBerry. J'ai déménagé à Waterloo pour travailler là-bas OK. pendant 5 ans. Et l'idée, c'était vraiment, est-ce qu'on pouvait reproduire euh, quelque chose qui était très BlackBerry-like, Oui. l'ADN BlackBerry, mais sur des écrans qui étaient maintenant des écrans. Comme une fenêtre un peu, là, Exactement. directement tactile, là, comme un écran vraiment. Parce qu'il y avait des irréductibles gaulois, là, justement, du clavier pour avoir le touch, le feeling que tu as pesé sur la touche, et ainsi de suite. Fait que tu as eu cette mission-là pendant 5 ans de l'œuvrer chez BlackBerry dans le département d'innovation, C'est ça, j'imagine? c'est un département d'innovation qui faisait en fait partie du département de design. OK? Et ce que ça m'a vraiment montré, ouvert les yeux, c'est qu'il y avait un talent incroyable au Canada. Et c'est pour ça que je reviens aussi loin, c'est parce que pour moi, c'est vraiment important que. C'est un terreau fertile d'innovation, d'idées brillantes. Puis des fois, là, puis ça c'est commentaire éditorialiste de ma part peut-être, trop souvent cette idée brillante-là est passée explosée, commercialisée ici.
On ne se donne pas assez les moyens, généralement, pour Peut-être réussir. un petit Ouais, peu, c'est comme ça. le classique. J'ai tendance à, j'espère que ça s'améliore, je le trouve un peu, mais c'est encore le cas quand même. Il y a beaucoup, c'est une pépinière à idées, à tests, à projets pilotes, mais à déploiement à grande échelle, c'est autre chose. Mais avec BlackBerry, tu as quand même eu l'occasion de rentrer, de travailler chez un géant qui avait des moyens, qui était dominant dans son marché justement avant que M. Steve Jobs nous explique qu'on va avoir un seul appareil, qu'il va y avoir de la musique là-dedans, on va pouvoir appeler nos amis, notre famille, puis on a accès à Internet. Fait que, ça a comme changé la game totale. Là. Exactement, ouais. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce job-là, par rapport à ce que tu fais présentement? Ben, deux choses. Je te dirais, je l'ai mentionné déjà, la fierté de travailler pour un géant canadien qui marche bien. Mhm. On n'avait rien à envier aux Américains et au reste du monde. Et la deuxième chose, on commençait à faire un peu d'intelligence artificielle. On n'avait pas ça comme ça, mais moi, j'ai travaillé beaucoup sur les claviers, par exemple. Et OK. le En quelle texte, année, ça, à peu près? ça a commencé autour de 2008. Et, Quand même, quand même, là, ouais. ça, c'est early bird solide. Là. Ça s'appelait même pas encore de l'IA nécessairement, mais ça Ben, se rapprochait un petit peu de ça. Ou... on faisait des claviers prédictifs, en fait. Parce qu'on essayait OK. Android le faisait aussi à l'époque, ou qui faisait plus tard, essayer de prévoir le Ça va être prochain quoi que je caractère, veux le écrire prochain. comme mot? Exactement. Pour pouvoir accélérer la vitesse de tape. Puis, Mhm. donc, c'est aussi ça qui m'a ouvert les yeux. Hein? Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je m'intéressais déjà au AI, mais de façon un peu plus académique. Moi, j'ai fait des neural networks depuis 2001, mais ils n'étaient pas deep. C'est pas les deep neural networks qu'on connaît aujourd'hui. Non, 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 non. Ça marchait pas, en gros. Puis c'était plus on the side là, pour le fun. Mais c'est ça, BlackBerry, c'était vraiment cette piqûre de la fierté d'être dans le milieu technologique canadien et cette ouverture de dire, ah, attends, il y a des trucs. Bon, l'AI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que c'est une technologie qui est nouvelle et qui se rapproche un peu plus de ce à quoi on s'attendrait de la prochaine génération de la technologie. En gros, Oui. c'est ça, là. Mais tu sais, j'ai vu ça chez BlackBerry. Puis, En 2008, quand même, en là, 2008, ça 2009, partait de ouais, loin. Fait que ça fait extrêmement longtemps, quand même, que tu œuvres dans ce domaine-là, puis que tu le vois évoluer. Puis, parle-moi donc un petit peu de AI Vibe. Oui, bon, ben là, on va se ramener un Ouais, peu ouais. plus tôt. Non, ben AI Vibe, ça vient de la réalisation que ça fait des années que le AI existe. En fait, Ouais. même les dernières générations, là, avec le deep learning, ça Moi, fait j'en ai comme conscience depuis, mettons, 2016 à peu près, que j'ai vu des mots 2017, apparaître. 2017, ouais. J'y ai pas touché vraiment, mais tu sais, c'était encore un concept un petit peu des réseaux de neurones qu'on comprenait, la prédiction comme tu l'expliques, mais c'était pas encore accessible au commun des mortels. Non, ben en fait, tu sais, les deux grosses étapes, c'est autour de 2012 dans le milieu académique, il y a eu une grosse montée, il y a eu un gros d'intérêt parce que ça a commencé à marcher Oui. dans des compétitions. Puis autour de 2017-2018, on a commencé à avoir des modèles de language qui commençaient à être assez intéressants. Puis là, dans les dernières années, avec ChatGPT, ça a complètement explosé. Là. Si tu Accessible veux, à moi, à ma mère, à mes enfants, Exactement. whatever, n'importe qui. Là. Exactement. Démocratisé total. Mais à travers ce parcours-là, ben, plusieurs industries ou plusieurs compagnies, mais, tu sais, s'essaient. Ils vont essayer de dire, bon, ben, c'est Oui. le moment, là, je me lance pour ne pas être en retard. Les fameux projets pilotes qu'on Les entend projets parler. pilotes. Ouais. Les POC, en Les- bon français. Exact. OK. Les proof of concept. Et puis la plupart se cassent la gueule. Tu sais, si ça sera en production, ça reste pas longtemps. Si c'est en production et que ça a perdu, on n'arrive pas à vraiment nécessairement mesurer l'impact positif sur le business, à part des exceptions assez rares. Fait que ça devient un petit peu frustrant. Et il y a beaucoup d'exécutifs qui se mettent à dire, bon, mais là, moi, ça fait quelque temps que j'ai investi dans l'AI, c'est super le beau. Oh, j'ai des belles histoires à raconter sur scène, mais c'est un peu obscur. Hein? il est où mon retour sur investissement? Exact, parce que quand on est. Tu sais, il y a vraiment deux types de projets, moi, je pense, dans la vie. Tu as ceux des projets d'exploitation, que tu veux un ROI, que c'est clair. Tu pars de la case A, tu t'en vas à B, là, puis tu travailles fort, 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 puis tu sais où c'est que tu t'en vas. Ça, tu veux mieux exploiter quelque chose, puis c'est go, 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 ROI, puis il faut que tu ailles vite. Budget livrable échéancier, c'est ça que tu apprends à l'école. Mais des projets comme tu me parles, c'est des projets d'exploration, des projets d'innovation que tu ne sais pas c'est où que ça va finir. Exact. Puis ça, là, c'est d'autres types d'équipes. Ça demande de l'agilité. Ça demande des gens qui sont capables d'accepter l'erreur.
quand tu es dans le management puis tu as des équipes puis ils font des erreurs, il faut que tu acceptes ça. Souvent, quand tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ils vont en faire. Puis le plus important, puis là, je vais selon moi, là, c'est fail fast. Oui, Puis, absolument. puis c'est là que c'est tough. Tu sais, est-ce que c'est bon? Tu as beaucoup plus d'expérience que moi dans les projets pilotes, mais est-ce que ça crée de la valeur de faire un projet pilote, deux projets pilotes, puis d'être dans les statistiques? J'ai fait des belles conférences. J'ai des case studies vraiment cool. Puis j'ai eu une subvention, puis je suis passé à TVA Nouvelles, mettons. Fait que ça, mon conseil d'administration était content, mais concrètement, en termes de gains en productivité dans mon entreprise ou de réduction de dépendance par rapport à des individus, je suis au même niveau. Et c'est là le problème. En fait, le problème, ça dépend tout de ta C'est une définition. opportunité pour moi. Oui, c'est une opportunité, mais ça dépend de ta définition de valeur aussi. De faire des projets expérimentaux qui sont à haut risque, où est-ce que tu fail fast, où est-ce qu'il y a un esprit d'expérimentation à tous les niveaux pour que c'est accepté par le niveau exécutif, il n'y a rien de mal à ça. En fait, ça peut augmenter l'engagement. Tu vas peut-être avoir une innovation incroyable. Tu as moins de chances que ça se passe. Mais ça peut être une force de l'entreprise comme ça, puis absolument. certaines idées vont amener ailleurs. Là, les révolutions, les projets qui sont disruptors, souvent sont partis comme ça. Oui, mais c'est une question aussi de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, en sachant aussi qu'il y a un risque. Ça peut prendre du temps aussi afin que tu aies des résultats que tu n'en auras peut-être jamais. Le problème, c'est quand tu pars avec l'idée que tu vas avoir un retour sur investissement dès le début, mais que tu te lances dans une initiative comme on vient de décrire ici, qui est plus expérimentale. Un fameux POC, comme tu m'as dit. Un fameux POC. Là, les attentes sont pas alignées avec ce que la réalité. Là. Exactement. OK? Et moi, je pense qu'une entreprise devrait faire les deux, indépendant de ses moyens, de son business, mais elle devrait toujours avoir un roadmap un peu plus clair avec vraiment un business impact étant le but ultime que tu veux aller chercher. Absolument. Et en même temps, dans ce même portfolio, dans leur portfolio de choses qu'ils font, faire aussi un petit peu plus d'expérimentation pour ne pas être laissé derrière, pour aussi donner des choses à ton CEO, à ton CTO, ton CIO, puis qu'ils puissent en parler all-in, comme des affaires vraiment hot. C'est hyper important. Puis ça, j'appelle ça un peu une culture numérique en entreprise aussi, ou de la culture de laisser place à cet milieu-là d'idées nouvelles sans direction trop claire. Tu peux pas enfermer des gens d'une salle puis leur dire innover, puis là tu m'en vas puis tu t'attends à revenir. Tu sais, il faut que tu crées cette ambiance-là, ce moment-là, puis un bon mix hybride entre les deux, c'est clair. Puis de par ton expérience, est-ce que des grandes déceptions des fois sont causées par le fait que on s'en va en mode innovation, mais on voit le projet, ceux qui signent les chèques, comme des retours sur l'investissement dans 6-7 mois peut-être. Fait que c'est ce désalignement-là sur les attentes que j'ai puis la réalité qui font des déceptions. C'est absolument ça. Puis aujourd'hui, je suis là pour plus te parler du côté. Là. Mais là, si tu veux vraiment un retour, si tu veux vraiment un impact positif, comment est-ce qu'on fait ça? Puis il n'y a pas de secret. Je veux dire, puis ça t'empêche pas d'avoir les deux. Comment qu'on fait ça? Mais non, on fait ça, tu fais les fondamentaux. C'est-à-dire que, premièrement, il faut que tu définisses ton objectif très clairement pour que tout le monde soit aligné sur on essaie de faire quoi? C'est quoi le problème qu'on essaie de régler là, pour notre compagnie? Oui. Ça peut être au niveau des ventes, du suivi, un million de problématiques. On les nommera pas. Exactement. Une fois que tout le monde est aligné sur c'est quoi le problème qu'on essaie de régler, il y a tous les enjeux de data. Est-ce qu'on a le data pour essayer de le régler? Est-ce que les solutions existent et tout? Est-ce qu'il y a une variance dans le data? Est-ce qu'il est facile à collecter le data? Est-ce qu'il est structuré? Il se situe où? Et ainsi de suite. Exactement. Voilà, toutes ces questions-là. Mais il y a aussi, c'est pas assez tout ça. Une fois, après ça, il faut mettre un processus pour te dire, bon, on va mesurer. Premièrement, on en est où? OK? On veut améliorer quelque chose, mais pour améliorer quelque chose, il faut que tu saches si tu en es où. Absolument. Puis ça, c'est la base en consultation. Là, tu vas tout entendre nous dire, tu n'améliores pas ce que tu ne mesures pas. Exact. C'est comme ça, là, c'est indéniable. Là. Exactement. Et donc, est-ce qu'on met en place des mécanismes de mesure? Est-ce qu'on met en place des mécanismes de validation et d'évaluation pour savoir si on fait du progrès et qu'on va dans la bonne direction et qu'on s'en va vraiment vers notre objectif? Et ce qui est drôle, c'est que dans le milieu du AI, peut-être à cause du AI, peut-être parce que ça vient... en fait, j'en ai aucune idée pourquoi, mais tout ça, ça prend le bord. On passe tout de suite dans l'autre contenu, dans l'autre... L'autre côté, le fun, mettons, du trip, là. Ouais. Comme c'est un jeu, il y a beaucoup de subventions aussi dans ce milieu-là.
qui des fois font que ça dérisque un peu l'investissement. Quelqu'un arrive et dit, j'ai 80% de subvention sur ton projet de 200 000. C'est sûr que tu le réfléchis peut-être pas de la même façon, là. Exact. Fait que Ben oui. ça a des effets pervers aussi, certains, Ça a à des effets certains niveaux. pervers parce qu'on a tous les bons processus de développement prennent le bord. Puis, tu sais, bien sûr, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux, le fait que la technologie, elle est nouvelle aussi. Fait qu'il y a des risques qui viennent avec ça. Ça, c'est vrai. Le AI, c'est différent du software development le traditionnel. Mais ça n'empêche pas qu'à la base, on a comme laissé tomber un peu ces bonnes pratiques les bonnes pratiques d'affaires-là oui. qui réduisent le risque dans les investissements TI pour qu'en bout de piste, ben, on ait réellement généré de la valeur, dépendamment de la définition qu'on lui donne, qu'elle soit monétaire, en profit net, ou qu'elle soit en idées nouvelles pour lancer au marketing, en capital, de sympathie auprès de mes clients. Ça peut être plein d'éléments de valeur différents. J'ai une question pour toi avant de revenir à AI.vibe, parce que, tu sais, avec ton background et ton expérience, là, je pense que je pourrais jaser vraiment longtemps avec toi. Est-ce que tu as vu les départements d'innovation puis de R&D? Tu sais, typiquement, on appelait ça de la Research Development, de la R&D, là, puis qui était très fait en mode slingshot un peu. Si on y va, là, puis on roule, est-ce que les entreprises qui font des projets maintenant d'R&D ou des fois d'innovation, est-ce que ça a changé ces bonnes pratiques d'affaires-là que tu me parles, qui sont essentielles, ce que tu voyais, mettons, en 2008, peut-être avant ça même, versus ce qu'on voit dans le marché aujourd'hui? Ben, ce que je vois, moi, c'est que tout le monde est un peu stressé parce qu'ils ont l'impression qu'il leur manque de temps, puis il faut qu'ils arrivent à quelque chose avec le AI assez rapidement Oui. et que ça soit big. Tu sais, tu peux pas aller avoir ton board et dire on a incrémenté quelque chose de 2%, même si ça a énormément de valeur, il faut que ça soit big. Puis à cause de ça, ben, à cause de ce stress additionnel, tout est un peu plus rushé, puis les bonnes pratiques prennent le bord. C'est vraiment ça qu'on. On cherche le fast track, puis et le big win. OK. Et puis, il n'y en a pas. C'est très rare. C'est comme au football, la longue passe qui traverse le terrain. Là, c'est rare que tu gagnes le Super Bowl avec une dernière shot de même. Là. Fait que c'est pas. C'est le Hail Mary Pass, exactement. Ouais, exact. C'est drôle parce que l'événement où est-ce qu'on est s'appelle All In. C'était un peu ça aussi. Là. Je mise le tout, pour la grosse shot directement. Fait que, tu sais, avec ça en tête, vous avez fondé une entreprise récemment avec ta partenaire Vanessa, si je ne me trompe pas. Vanessa, puis c'était avec quelle intention puis quels moyens est-ce que vous mettez dans le marché pour justement que j'imagine que c'est pour éviter ces fast tracks-là puis augmenter les chances de création de valeur avec les projets d'innovation, avec les AI dedans. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'entreprise? On a commencé à se dire, bon, on le sait, là, ce dont on parle depuis quelques minutes, tout ça, c'est sûr, mais on va aller chercher du data. OK. On est très data-driven. Fait qu'on va aller voir, puis on va se créer. Ça, c'est le côté académique en toi qui ressort. Le côté académique, mais j'ai un background en produit aussi. Et puis, pour moi, le data, c'est toujours important. C'est jamais la seule source de vérité. Faut pas, je vois pas le data comme un dieu. Absolu. Mais c'est un outil. Non, absolu. Non, pas du tout. Mais c'est clairement un outil qui est important et qui fait partie des choses. Qui donne les trends, les tendances, les lignées de pensée pareil. Ça l'aligne. C'est exactement. C'est comme ça. Et ça fait partie d'un set d'autres outils. Mais c'en est un qui est important. Donc, on a dit, on va aller construire ce qu'on appelle, nous, un index. On l'a appelé le GenAI Index. Oui. Le Global GenAI Index, en fait, parce qu'on s'est dit, on va aller chercher globalement. Et on a commencé. Globalement, ça veut dire globalement, pour le moment, c'est mondial, mais okay. on a commencé, pour en être surtout en France, un petit peu en Europe, en France, et au Canada et aux États-Unis, dans les entreprises. Okay. C'est un sondage qui est quand même assez poussé. Où est-ce qu'on leur pose des questions. Et quand je dis leur, là, nous, on dit, on ne va pas juste poser des questions aux exécutifs. Parce que c'est ça qu'on voit sur le marché. Là. Il y a toujours des exécutifs qui parlent, puis j'ai rien contre les exécutifs, c'est parfait. Non, mais des fois, pour avoir la vérité, ce qui se passe réellement, c'est boots on the ground. Là. Boots on the ground, exactement. C'est là, il faut que tu ailles. Là. Okay. Donc, on est allé à tous les échelons. Les exécutifs, c'est important. On a fait beaucoup d'interviews aussi avec les exécutifs, mais le sondage aux exécutifs, aux managers, les middle managers, et aussi, bien entendu, ce qu'on appelle les contributeurs individuels en français, les individual contributors. Et on a posé des questions sur c'est quoi les use cases qu'ils voient, c'est quoi les gains qu'ils voient, c'est quoi les barrières à l'adoption, les barrières au succès du AI à l'intérieur de l'entreprise. OK.
On leur a aussi posé beaucoup de questions open-ended, là, où est-ce qu'ils pouvaient vraiment élaborer avec du texte. Et on collecte tout ça, on forme un index, il nous donne une vraiment belle vue de qu'est-ce qui se passe. Et ça a vraiment confirmé ce qu'on pensait. Ce qu'on vient de nommer juste Ce qu'on avant, vient de nommer l'intuition que tu as eue, Ouais. c'est confirmé là directement. Là. Ben, la Combien plupart d'entreprises ont été sondées? sur le nombre d'entreprises, moi, c'est une bonne question. En idée de grandeur plus que le chiffre exact. Ouais, là. ouais. On doit être autour de 50 entreprises ou au moins. C'est quel type d'entreprise? Alors, on a un peu de tout. OK. C'est un peu ça dans l'index. On a quelques startups, on a des grosses entreprises, eux, ils en avaient gros à dire aussi. Et on a aussi de type moyenne. On s'est surtout concentré dans certaines industries pour le moment. Nous, notre but, c'est vraiment d'aller ratisser plus large. Oui. Mais pour le moment, les industries sur lesquelles on s'est concentré, c'est sur la tech, Oui. parce que la tech, il fait de la tech. Oui. On a un peu de banking, on a du retail aussi. Le retail, on trouvait que c'était intéressant juste pour faire le contraste. Au salon ici, là, à All-In, on a eu beaucoup de demandes pour le manufacturier, ce qui est intéressant. C'est vraiment drôle, regarde. Oui. Et puis, bon, notre data, on va continuer à l'enrichir. Mais juste pour te donner une idée de grandeur, juste avec aujourd'hui, on a sorti un rapport que tu mentionnais. Oui. J'ai lu le sommaire exécutif justement ce midi, puis je le disais, puis j'étais comme, ouais, c'est ça qu'on fait dans la vie, c'est notre offre de valeur. On existe pour réduire le risque, aligner les gens, puis favoriser les chances de succès. Fait que c'était hyper pertinent. Bon, et voilà. Puis ce rapport-là, tu vois, il a un échantillon qui est plusieurs fois plus gros que les autres rapports qu'on lit sur le marché. Il y a eu beaucoup de mentions du rapport de MIT qui est sorti il y a quelques mois. Parce que ça montrait que les AI ne se rendaient justement pas en production. Mais eux, ils avaient tendance aussi à blâmer un petit peu la technologie. C'est un peu plus subtil que ça dans le rapport, mais en gros, tu sais, la technologie n'est pas encore prête. Puis, il y a des facettes de la technologie qui, c'est vrai. C'est un petit peu le contraire, ce qui était écrit dans ton sommaire exécutif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas ce qu'on a vu. OK, fait que là, c'est ça, t'as comme contredit un petit peu ce qui est sorti il y a 2 mois par le MIT. On est arrivé, hey, nous autres, on a refait notre étude, puis c'est pas ça pas en tout. En fait, avec un plus gros échantillon. OK. Pas mal plus gros. Puis on est allé parler, nous aussi, à des gens. On a sondé, on a parlé des gens sur le terrain, les middle managers et les contributeurs individuels, individual contributors. Les exécutifs aussi. Right? Mais le contraste est incroyable. Ce que les exécutifs perçoivent, voient et projettent est complètement différent de ce que les gens qui font le travail, les boots on the ground voient. Et entre les deux, tu as vraiment les managers qui, eux, se sentent complètement laissés à eux-mêmes et ils ne sont pas assez outillés. D'essayer de raccorder ces deux bouts-là ensemble. Là, on parle dans un contexte de AI, mais si je te disais ça il y a 15 ans dans un autre contexte ou quand au début de l'Internet, tu dirais probablement au début de... On a vécu la même chose quasiment à ce moment-là. Tu dirais, il me semble que... Fait qu'il n'y a rien de mystérieux ou de magique, là. C'est juste que peut-être qu'on a tendance à se laisser emporter un peu trop rapidement au début par ces nouvelles technologies. Ça fait partie de la courbe du deuil un petit peu, qui est la même courbe que celle du changement, que tu peux être dans le déni. Après ça, ça va être de la peur. Après ça, tu peux être choqué. Puis là, tranquillement, pas vite, tu reviens. C'est la même 4 émotions au travers lesquelles est-ce que tu passes après un certain temps. Puis tu as des comportements comme gestionnaire à adopter dans chacune de ces différentes phases-là. Des fois, il faut que tu écoutes. Des fois, il faut que tu encourages. Puis des fois, il faut que tu agisses différemment. Il y a des cours pour ça au niveau du management, de comment l'adopter. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux pas l'éviter. Tu peux pas l'éviter, non. Ça, c'est certain. C'est comme c'est une forme de croissance. C'est important que tu passes à travers, mais il vaut mieux le passer à travers rapidement, puis il vaut mieux passer à travers aussi de façon où est-ce que tu es supporté, où est-ce que tu as le bon training, où est-ce que tu as les bons outils pour les faire. Ton équipe reste avec toi, mobilisée, puis l'utilise. Je trouve ça drôle qu'est-ce que tu dis pareil, parce que tu recules de là, mettons, 3-4 générations, mettons ma grand-mère qui était sur le marché. Je suis sûr quand ils ont vu les premières dactylos arriver, ça devait être le diable en personne. C'était comme, je suis sûr que les gens qui retapaient les lettres versus le haut management, la technologie, ils se faisaient des fausses conceptions de ce que c'était, l'adoption, est-ce que le monde... Puis ils ont même, avec cette histoire-là, inventé le clavier QWERTY, qui fait aucun sens logique, là. C'était inventé pour essayer de ralentir le monde. Pour pas que le ABC soit simplement mis... Pas que ça s'accroche, il y a de la friction entre les différentes lettres, puis ça causait un problème. Fait que complètement capoté. Il fallait qu'elles soient plus les lettres qui étaient
C'est ça, je pense que c'est les lettres qui étaient qui arrivaient souvent en combinaison. Dans le milieu, là, Il fallait qu'elles soient assez loin. Ouais. Pour pas se taper dessus en même temps. Exactement. Complètement capoté. Mais en tout cas, c'est sûr, moi je te le dis tout de suite, si vous voulez avoir des plugs dans le milieu manufacturier, passer par des associations de manufacturiers, que ce soit de telle région, tel domaine, des gens dans le métal, dans le plastique. Tu veux des contacts, parler à des gens, ça va me faire plaisir de te mettre en relation avec certaines personnes. Tout le monde qui nous écoute, des manufacturiers, surtout les gens justement qui gèrent les associations manufacturières, je pense que c'est un des sujets de l'heure. Il y a beaucoup de conférences qu'on donne, d'animations, de journées manufacturières où les gens veulent parler de l'AI. Puis ce que tu viens de nommer là, c'est comme si les gestionnaires, les propriétaires d'entreprises, la haute direction ont le pouvoir entre les mains. Ce n'est plus vrai de dire que la technologie n'est pas là. La tech existe. Elle est disponible. Puis même moi qui se nourris de ça, qui vient d'un salon puis qui essaie de se tenir à jour, même moi, je commence à être étourdi puis j'ai de la misère à me tenir à jour puis à me dire, crime, il faut que je fasse le deuil de, entre guillemets, tout connaître. Ça va trop vite. Il y en a trop. Fait que la technologie, elle est là, elle est disponible. Puis ce qui peut être un frein à tout ça, c'est la structure que vous donnez à votre projet. C'est ça le message que j'ai, problème organisationnel. Et la différence entre cette technologie-là et les technologies qui sont venues avant, pour faire un lien, on le voit bien dans notre rapport, c'est la vitesse à laquelle les choses arrivent aujourd'hui. Oui. Donc, chaque technologie a tendance à accélérer ou et à diminuer, si tu veux, le temps que tu as pour t'adapter. Et c'est encore très vrai du AI. Ça sera probablement vrai de la technologie qui vient après le AI. Après le AI, le prochain niveau, voilà. qui sait c'est quoi. 2-3 dernières questions. C'est qui votre client de votre entreprise? Ouais. À qui est-ce que vous vendez, entre guillemets, cette data-là? Ou, Donc, on en a plusieurs des clients, des profils de clients. Il y a des grosses entreprises. OK. Qui opèrent un peu dans le noir. Souvent, ils ont peut-être fait leur propre sondage à l'interne. Des fois, s'ils sont quand même assez avancés, ils ont quand même une petite idée de où est-ce qu'ils en sont. Oui. Okay. Mais ils n'ont aucun moyen de se comparer. C'est un sondage à l'interne. Donc, nous, on leur donne accès. Le fameux benchmark. C'est un benchmark. OK, good. Ils peuvent comme ça se comparer dans leur industrie. OK. Ça, c'est quand même des compagnies qui, généralement, ont un AI Center for Excellence à l'interne, par exemple. OK. Et aussi beaucoup les service providers qui, eux, ont plusieurs clients. Et souvent, ils arrivent, ils commencent un mandat, puis c'est comme, on n'a aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'a aucune idée de la maturité de notre client. Ça rend les choses un peu difficiles. Souvent, ils ne savent même pas c'est quel problème qu'ils doivent régler exactement. Ils se sont juste fait dire, on a besoin d'aide avec du AI, fait qu'ils arrivent là-dessus. Bon, eux, tout ce que ça fait, c'est que ça brûle du gaz au début, incroyable. Du gaz, on parle des heures de service provider, juste à essayer de comprendre ce qui arrive, le modèle d'affaires, le contexte économique, ce qui a été fait dans le passé, l'historique de l'entreprise aussi. Ouais. Parce qu'il y a des investissements qui ont été faits, des émotions, des gens brûlés, fatigués peut-être. Il y a certainement tout le côté humain. Il y a plein de facettes. Opérationnel, là, puis juste, tu sais, comme sont où les opportunités. Fait que, à travers encore ce Global Gen AI Index, ben, ça te permet au moins de savoir quand tu interagis avec le client dans les phases initiales, ben, il en est où ce client? Okay. Puis peut-être à ce moment-là aussi, grâce à cet index, de savoir c'est quoi les use cases sur lesquels tu devrais focuser parce que c'est là qu'il y a le plus gros potentiel de retour sur l'investissement. Les premiers quick wins, mettons, à aller chercher typiquement dans ton domaine, c'est lesquels? Ouais. Celui-là, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est fou parce que ce que vous tentez de créer, c'est comme un indice global de maturité numérique d'entreprise. Oui. Nous, on se concentre surtout sur les AI, le Gen AI, parce que c'est le buzzword. Pour vrai, le numérique et les AI, tu ne peux plus le dissocier dans ma tête. Tu ne peux plus faire un plan numérique si tu ne parles pas des AI. Tu ne peux plus faire une stratégie numérique sans que ça soit une stratégie AI à la base. C'est comme de la folie, quasiment. Là. Fait que tu ne peux plus avoir un magasin sans que tu aies une page web. Non, exact. C'est comme une crédibilité de base. Là. On n'a plus de photos dans les pages jaunes. Là, on est ailleurs complètement. Cet indice-là existe depuis combien de temps? Fait qu'on collecte data depuis plusieurs mois déjà. On a eu plusieurs sources pour
comme source de données pour le faire grossir, puis on va continuer. Là, pour nous, c'est notre bread and butter. Là, c'est ce qui est de très plus important. Ce que je te dirais, on fait très attention. Puis ça, c'est notre côté un petit peu académique et produit, Oui. à garder, à ne pas diluer ce produit-là, dans le sens que les réponses qu'on obtient sont excellentes. Moi, j'ai été très, très impressionné. Là. Il y a beaucoup de gens qui en ont long à dire sur leur utilisation du GenAI et du AI dans la compagnie. OK. Et là, on dirait qu'ils ont utilisé ce sondage-là pour le laisser sortir. Pour l'évacuer un peu. Et c'est des réponses qui sont précises, qui sont très colorées et qui sont... OK. C'est vraiment C'est- extraordinaire. Ça me fait triper, là, parce que, tu sais, je pense que c'est Einstein qui avait dit ça. C'est un des super beaux signes d'intelligence d'un humain, c'est d'apprendre des erreurs d'un autre. Fait que quand tu es capable d'aller comprendre qu'est-ce que quelqu'un d'autre a évacué par rapport à ses expériences, que tu le revis, puis tu apprends de tout au lieu de répéter les mêmes erreurs, Sauf du temps, hein? ben c'est fou. Puis c'est ça qu'on a plus du temps maintenant avec l'adoption qui doit se faire hyper rapidement. Fait que dans le fond, une entreprise comme GLM, en termes de service conseil, pour aller faire les indices de maturité numérique de nos clients, on le fait avec notre métaux. Puis on s'est fait un peu un benchmark aussi au Québec. Puis on a l'échantillon de peut-être, mettons, 300 entreprises qu'on a auditées sur certains points et tout. Mais on pourrait venir qu'à soit vous anonymiser puis vous envoyer cette data-là. Puis on pourrait être des collecteurs d'informations aussi. Des fois, faire passer des sondages à certains clients, puis peut-être acheter votre produit pour benchmarker avec un indice plus global. C'est un petit peu ça le modèle d'affaires, puis des grandes entreprises qui veulent y avoir accès aussi Oui, directement. exactement. Ah, mais j'adore ça. Dernière question pour toi, c'est si, tu sais, je le savais avant le show qu'on se reparlerait. Je trouve que la mission dans laquelle est-ce que tu œuvres, puis tu veux mettre de la lumière là-dessus pour qu'on attaque les vrais problèmes, pour que ça soit pas juste des projets pilotes qui aboutissent pas. C'est drôle, moi, un de mes coachs que j'adore dans les startups, c'est Christian Beaubien. Si Christian, tu nous écoutes, j'ai pensé à toi quand Jérôme m'a parlé des POC. Lui, il appelle ça un PPP, un premier projet pilote payant. Il faut qu'il y ait du cash dans le premier projet pilote. Il ne faut pas que ça soit un trip. Il accompagne beaucoup de startups. Là, puis c'est là-dessus qu'il dit arrêtez de faire des projets pilotes gauche-droite. Là. Souvent, ça prend un projet pilote payant. Fait que là, Christian, je vais faire 2-3 podcasts avec toi. Je me rappelle de la discussion qu'on a eue, mais il faut que le côté cash soit là pour lui donner encore plus un sens pragmatique. J'ai du fun, j'en jaserai encore trop longtemps avec toi. Fait que, mettons, on finit le podcast, puis on va dîner ensemble. Puis on va se promener ensemble dans le Palais des Congrès ici. Puis en marchant, je m'accroche sur un morceau de bois à terre. Puis là, je me penche, puis je suis comme, ouais, c'est une baguette magique, cette affaire-là. Puis j'aime tellement la mission sur laquelle est-ce que tu travailles avec ta collègue, ta partenaire Vanessa, que je te remets la baguette magique. Puis tu as le droit de faire un vœu. Qu'est-ce que tu fais comme vœu pour aider ton entreprise, le temps, l'argent, l'émotion des gens, peu importe, c'est pas important. Qu'est-ce que tu fais comme vœu pour créer encore plus de valeur rapidement sur le marché avec la mission que vous avez? Qu'est-ce que tu changes, t'ajoutes, t'enlèves dans votre entreprise qui est quand même toute jeune encore? Oui, on est une jeune pousse, oui. Qu'est-ce que tu donnes comme coup de baguette magique, boum, que tu fais apparaître d'une shot? Là? Je pense qu'il faut dire aux auditeurs que tu ne m'avais pas préparé à cette question. Oh, c'est sûr que non! Je ne sais pas où est-ce que tu t'en allais avec ta chute. Puis, mais je suis revenu là, quand même. Oui, pour notre entreprise, ben écoute, nous, c'est en mode de croissance. C'est des clients. Des clients. On fait apparaître des clients des à la clients porte. qui sont aussi presque des partenaires dans un cas comme ça parce qu'on veut les accompagner. Nous, Puis ils contribuent au Global Index pour les autres après. C'est un flywheel, utiliser une expression anglophone, en anglais. Le flywheel effect. Le flywheel effect. Fait que le plus de clients on a, le plus l'index grossit. Le plus l'index grossit, le plus de clients on a. En gros, c'est pas mal ça. Parfait, fait qu'on fait apparaître des clients. Est-ce que tu en as eu présentement à oui, All-In? Oui, on a eu bien on a eu des clients, des leads. OK. Très intéressants. Chose surprenante, je ne sais pas si vous avez eu la même chose. La deuxième journée était meilleure que la première, puis nous, on ne s'y attendait pas. Quand même, moi aussi, je m'attendais au contraire, que ça soit le premier rush. Ouais. Mais ce que j'ai eu l'impression, c'est que c'est tellement gros, il y a tellement de choses que la première journée, c'est comme si les gens, ils ont fait le tour plus rapidement,
Là, ils ont spoté, OK, il faut que j'aille parler à tel kiosque, tel kiosque, tel kiosque, puis tel kiosque. Ils ont planifié le deuxième journée. Puis là, la deuxième journée, les discussions étaient plus en profondeur peut-être, ou là, j'ai eu du bon stock quand même. C'est exactement ça. Des super belles rencontres. Moi, c'est mon analyse. Mais je pense que tu as raison. Moi, les gens arrivaient et ils avaient des questions qui étaient plus en profondeur que la première journée, comme si c'était déjà préparé. Exact. On a fait notre annonce, ça a aidé aussi. Ben oui. On a le rapport. Si tu me permets, je vais dire à tout le monde d'aller, c'est go. aivibe.so, donc aivibe.so. Et il y a le rapport, ben, vous le verrez tout de suite sur la page web. Moi, j'encourage les gens à aller lire. On va le faire apparaître à l'écran là, directement pour avoir le rapport. Une question ou deux encore, je m'excuse, ça bouille. Mettons, je suis un propriétaire d'entreprise. Ouais. J'ai comme pas mal tout le monde là, à mettre en œuvre un plan de transformation de mon entreprise, autant le modèle d'affaires, si c'est ça, avec entre autres l'AI. Comment ça coûte pour avoir accès à ces benchmarks-là puis y contribuer? Qu'est-ce qu'il faut que je planifie comme investissement pour participer à ce projet-là? Okay. Sans avoir un prix précis, mais tu sais, comment ça fonctionne, mettons? Oui. Donc, pour avoir accès à l'index et pouvoir administrer le même sondage à l'interne à tous tes employés, si tu veux, aussi souvent que tu veux, mettons sur une année, c'est comme un peu un modèle SaaS. Nous, on vend ça à 15 000 par année. Parfait. OK? Par contre, si vous venez nous voir au salon, on a des prix, c'est sûr. OK, c'est bon. Je comprends. Exactement. Parfait. On a un côté aussi conseil de notre pratique. Parce que c'est bien beau de savoir où est-ce que tu te situes sur ce maturity map. Mais ce qui t'intéresse, toi, c'est comment je passe à la prochaine étape. C'est quoi le chemin qu'on va prendre pour s'en aller là-bas où est-ce qu'on veut? Là. C'est ça qui est trippant avec les clients. Oui, c'est comme un médecin sportif que tu vas voir avant de gagner les Jeux olympiques. Là. Oui, prendre le taux de gras dans le corps, prendre ton alimentation, prendre la photo actuelle, c'est quelque chose. C'est hyper important de savoir d'où tu passes. Ça revient à ce que tu m'as dit dans la photo. Ça prend des prises de mesure pour connaître la maturité, mais élaborer le plan de match pour s'en aller à tel sommet ou à tel endroit, ça, c'est la partie du fun. Fait que dans votre service conseil, vous faites cette partie-là aussi d'élaborer le plan de match avec le client. En fait, c'est en deux phases. Deux phases, si tu veux, ou deux chemins en parallèle. On est très conscient qu'il y a un service conseil, mais on est une compagnie aussi de produits. La première chose qu'on a bâti, c'est une compagnie de produits. C'est un SaaS, là. Ben, c'est ça le produit. Oui, le SaaS, l'accès au Global Index, c'est ça que tu achètes. Ben oui. Mais on a aussi des idées sur notre roadmap, plus que des idées de produits pour aider justement à focusser sur certains use cases et mesurer ensuite si ça a vraiment eu un effet ou pas. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. J'invite les gens à venir nous parler. Là, exactement, oui. On garde un petit suspense par rapport à ça. Fait que s'il y en a qui nous écoutent, on était ici à All-In, puis meilleure façon de vous rejoindre, un curieux qui nous écoute, un manufacturier qui dit « J'ai besoin de me benchmarker, j'ai refait une rencontre du conseil d'administration dans 2 mois, puis il faut que je sois capable de démontrer un peu notre maturité actuelle, justifier les investissements par rapport au marché, où est-ce qu'on en est. Comment qu'on rentre en contact avec toi? » Sur la page web, je pense que c'est toujours la meilleure façon. Direct site web, contactez-nous. Contactez-nous, puis on répond à tout ça, on regarde ça toujours en détail. On a déjà eu des inbound, puis c'est toujours une bonne façon. Sinon, vous me trouvez sur LinkedIn. J'imagine que tu vas mettre mon nom. C'est clair, on va tout mettre ça sur LinkedIn. C'est assez facile à trouver. Et si vous êtes à All-In pour les prochaines heures, vous venez nous voir à notre booth. Parfait, c'est ça qu'il faut. Ils sont complètement à côté, dans le fond, à droite, pas loin de à côté du lounge. Écoute, un gros merci, Jérôme. Passe un très bon trade show. Ça fait vraiment un plaisir. Et, je suis content de t'avoir rencontré. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.